De retour sur le plateau d'Africa 24 pour suivre en direct la 43e fête de l'unité du Cameroun, la fête nationale. Cette fête a pour thème cette année les forces de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale. Alors nous avons assisté au début de cette édition au défilé militaire. Il est à présent terminé, c'est maintenant autour du défilé civil que vous pourrez voir très bientôt sur votre écran. On a parlé de l'importance de Boko Haram dans cette édition, particulièrement la coalition dont profitent les forces camerounaises agit encore dans le nord du pays pour lutter contre les éléments de Boko Haram. On a vu que dans le défilé civil, il y avait aussi des représentants de plusieurs membres du secteur de l'éducation, avec des élèves du primaire, des élèves du secondaire, des élèves professionnels. On a parlé de l'importance d'une formation qualifiante. Alors qu'on voit actuellement ces images et qu'on a parlé donc de l'importance de ces secteurs, il y a une question que je voulais vous demander, c'est quand vous dites la formation qualifiante, est-ce que ça veut dire aussi plus de formation professionnelle? Oui, c'est surtout la formation professionnelle qualifiante. C'est ce qu'on entend par une formation qui porte professionnellement de la qualification pour permettre à chacun de pouvoir s'auto-employer ou s'il est employé dans une entreprise, qu'il soit affecté à une tâche particulière pour laquelle il a été formé. Par exemple, au JICAM, est-ce que vous favorisez les stages, par exemple? Oui, nos entreprises, les membres du JICAM, donc quand on a fait le partenariat universités et entreprises, donc qui sont essentiellement nos entreprises, nos membres, c'est pour permettre un échange entre les étudiants qui sont dans les universités, de pouvoir faire des stages de formation, dont l'expérience, de pouvoir commencer à avoir un minimum d'expérience avant de rentrer dans le circuit du travail, via nos entreprises, des entreprises qui sont membres du JICAM. Semel, est-ce que ça se fait déjà au niveau du Cameroun, des politiques de stage poussées? Des politiques de stage poussées, même s'il y a une volonté politique, il faut relever quelques défis et de freins qui posent énormément de problèmes aux élèves et aux étudiants. Il y a des efforts qui sont faits, notamment au niveau de Douala. L'université de Douala a développé un partenariat, je crois, avec le JICAM pour permettre justement de faciliter la tâche aux étudiants qui sont dans des cycles de formation professionnalisante pour qu'ils puissent s'acclimater dans le monde de l'entreprise. Mais cela se heurte à des problèmes sur le terrain, parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont facilement accès à telle ou telle entreprise, quand bien même ils vont juste pour faire un stage académique non rémunéré. Ce n'est pas effectif. Encore qu'il faut avoir des soutiens quelconques pour pouvoir avoir accès à ces différents stages-là. Vous parlez de quel type de problèmes économiques? Il y a des problèmes économiques. Il y a la création des entreprises. À partir du moment où les entreprises ne sont pas nombreuses, la capacité d'accueil des étudiants dans les structures entrepreneuriales pose problème. Il faut quand même relever que des dizaines de milliers de Camerounais obtiennent le bac chaque année. Et si on doit faire le ratio entre ces étudiants qui arrivent à l'université, ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui ont fini un parcours académique sans toutefois passer un seul jour en entreprise ou dans une institution publique, ça fait quand même des effectifs pléthoriques par rapport à la disponibilité des places sur le terrain. Et le deuxième problème, c'est celui des pistons, des réseaux. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette manne qui reste extrêmement précieuse pour certaines couches populaires. Je dirais que si un jeune n'a pas un parent ou un oncle ou un grand frère qui a des connexions, celui-ci ne pourra pas avoir trouvé un stage. Et il aura du mal à boucler son année académique parce qu'il faut qu'il soumette un rapport de stage à la fin de son parcours. Ça retarde les années d'obtention de diplômes pour certains. J'en ai été moi-même victime quand j'étais étudiant au Cameroun, donc ce n'est pas du tout facile. Maintenant, il faut une réelle planification au niveau de l'État. On en a parlé ce matin. J'ai travaillé au ministère de la Planification, au cabinet du ministre, en 2007.
Et je peux vous assurer qu'il y a des problèmes qui sont liés aux disparités territoriales. C'est vrai que le fait que le pouvoir soit fortement centralisé ne sert ni à la République, ni au gouvernement, ni à la nation tout entière. Certaines politiques dirigistes sont efficaces sous d'autres cieux, si je prends le cas de l'Éthiopie ou bien du Rwanda, où il y a relativement peu de décentralisation ou de politique de décentralisation, même si elles sont en cours. Je voudrais dire que là-bas, on observe quand même un degré d'efficacité important. Le problème qui rend difficile et très alarmant, où on fait mal à la nation et aux générations à venir, c'est justement ne pas évaluer l'efficacité de ce dirigisme au niveau à la fois des politiques publiques qui concernent l'économie nationale, mais aussi dans le secteur de l'éducation. La problématique de l'adéquation formation-emploi se pose dans les milieux ruraux. Est-ce que les étudiants ou les élèves qui sortent de ces écoles, déjà qui n'ont pas, dont la qualité de l'enseignement reste à améliorer, est-ce que ceux-là pourront avoir accès, ne serait-ce qu'aux entreprises qui font dans le secteur agricole? Là, voilà un autre défi. Au ministère de la Planification, il y a une volonté peut-être au niveau du cabinet ministériel, mais encore faut-il que l'efficacité soit observée sur le terrain. Les institutions décentralisées ou déconcentrées de l'État ne sont pas toujours complètement en adéquation avec les décisions qui se prennent au niveau de l'administration centrale. On a déploré par l'expérience que j'ai eue dans ce ministère, le fait que certains projets de développement rural ne soient pas exécutés, alors que sur le papier, le délégué départemental ou le délégué régional a validé, a réceptionné le projet. Et ça pose énormément de problèmes. L'éducation ne peut pas en sortir sans faire des frais de ces différents dysfonctionnements. Donc il faut une politique globale au niveau national qui prenne en compte tous ces problèmes. Tout à l'heure, Mohamed parlait de constitution et de la solidité des institutions. Il faut quand même relever aussi, et là c'est vraiment regrettable pour le continent en 2015, qui soit doté, notamment en Afrique francophone, qui soit doté d'excellents constitutionnalistes, que les constitutions qui ont été rédigées par de jeunes juristes français en 1960 pour nos constitutions ne connaissent pas une révolution constitutionnelle capable de prendre en compte les réalités sociologiques locales en 2015. Je trouve que c'est regrettable. Et malheureusement, les pouvoirs centraux ne prennent pas la juste mesure de tous ces dysfonctionnements qui feront encore tant de mal à l'Afrique. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la fin de ce défilé militaire. Notre envoyé spécial Babylas Boton a recueilli les propos de Didier Bandjek, le colonel, le porte-parole des armées. On les écoute. Mon colonel, les 20 mai se suivent, ne se ressemblent pas. On vient de suivre le défilé militaire. On a vu les troupes tchadiennes défiler. Alors dites-nous, quelle a été la particularité de ce 20 mai 2015 ? Je pense que la particularité de ce 20 mai 2015, eh bien, c'est la célébration d'un diptyque, le diptyque Armée-Nation. Nous avons vu les forces, n'est-ce pas, surtout les points de contact où nous essuyons aujourd'hui des menaces protéiformes. Mais nous avons également vu toute une population camerounaise qui s'est levée comme un seul homme, soutenir, n'est-ce pas, l'action du chef de l'État, mais également soutenir ses forces de défense. Rarement, n'est-ce pas, dans un coin du monde, on aura vu une telle unanimité, n'est-ce pas, qui court derrière des forces de défense et qui légitime même tout à fait, n'est-ce pas, cette déclaration de guerre que le chef de l'État a pu faire le 17 mai de l'année dernière. Et aussi, nous voyons, n'est-ce pas, la traduction d'une coopération bilatérale, n'est-ce pas, bien structurée avec le Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, dans des réponses réactives très immédiates. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Eh bien, nous pensons que c'est peut-être comme ça que nous allons construire la sécurité collective de demain, pas des actions concrètes sur le terrain. Et je crois que c'est également le signe, n'est-ce pas, d'une merveilleuse coopération entre deux pays frères. Et c'est comme ça, ce n'est que dans la mutualisation que nous réussirons, n'est-ce pas, à résoudre les menaces aujourd'hui qui se traduisent sur le terrain par une forme asymétrique, c'est-à-dire imprévisible, et qui peut-être n'avons pas forcément l'outil nécessaire de combattre à l'immédiat. Vous voyez un peu avec quelle difficulté les forces de coalition peinent devant les actions de l'État islamique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes revenus, n'est-ce pas, à un paradigme de guerre de masse.
qui avait quelque peu disparu à un moment, au profit, n'est-ce pas, d'une guerre technologique. On parlait de frappe chirurgicale. Aujourd'hui, il faudrait aller sur le terrain. Et je pense que c'est grâce à la mutualisation que l'on peut arriver à résoudre certains problèmes. Et surtout que le chef de l'État du Cameroun avait bien dit qu'à menace, n'est-ce pas, globale, il fallait des réactions globales. Et je crois que tant que les pays africains vont se unir, n'est-ce pas, leurs moyens et leurs forces, eh bien, il y aura suffisamment de réactions, il y aura suffisamment de réponses fortes, n'est-ce pas, pour qu'on puisse enlever de ce continent qui a besoin de développement, qu'on puisse enlever ces menaces qui sont diverses, dont on n'avait vraiment pas besoin en ce moment. Mon colonel, contexte particulier, message particulier. Certainement qu'il y a un message à travers ce défilé qui est lancé d'abord à la population camerounaise par rapport à leur protection et certainement qu'il y a un autre message par rapport à ceux-là qui menacent la population camerounaise. Je veux parler des terroristes. Et oui, je voudrais dire que ce que vous avez vu, vous avez quand même vu une montée en puissance, n'est-ce pas, des équipements et des forces de défense camerounaises. Vous avez vu, et je vais pouvoir vous confirmer que, n'est-ce pas, on a eu à démonter aucun dispositif le long des frontières. Ce sont les équipements que vous avez vu aujourd'hui défiler sont des équipements de réserve. Nous continuons à maintenir nos positions soit au nord-ouest face à Boko Haram, soit à l'est face à la débandade de certains groupes rebelles. Ou alors dans l'espace côtier et hauturier de notre zone maritime. Eh bien, c'est pour vous dire que, n'est-ce pas, l'équipement de force arrive seulement en troisième pilier dans la réforme que le chef de l'État a pu mettre en route. Eh bien, c'était pour que le rajeunissement et la professionnalisation se mettent en route. Aujourd'hui, nous arrivons à une phase de modernisation qui correspond à un format qui me semble être quand même suffisamment bien construit pour répondre aux menaces contemporaines qui nous interpellent. Donc, je pense que c'est la réponse qu'il faudra avoir. Réformer les armées africaines, c'est important pour avoir des armées aujourd'hui avec des formats qui répondent aux menaces d'aujourd'hui. Et je veux dire que quand même, il y a cette prospective que le chef de l'État a pu avoir, parce que c'est quand même en 2000 qu'il commence à y réfléchir lors du quarantenaire qui s'est déroulé en Gaoundéré. Il pense qu'il fallait changer parce qu'il constatait que la population, que le monde était en train de changer et avait beaucoup de mutations. Et en 2001, il crée donc cette réforme qui a été même rébarbative à l'appréciation des militaires au départ. Mais au fur et à mesure qu'elle a pu se mettre en place, on a pu comprendre toute sa pertinence. Aujourd'hui, si nous avons ce fruit-là, moi je ne pense pas que si jamais le chef de l'État n'avait pas mis cette réforme en route, on aurait pu avoir des résultats, les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc tout est à mettre à cette grande sagesse qui a consisté, n'est-ce pas, à comprendre, bâtir une armée républicaine. On a dit aujourd'hui, je regrette que l'armée camerounaise est une armée prétorienne, mais alors si l'armée prétorienne, c'est avoir une armée qui est partout sur le territoire, qui est territorialement présente, si une armée prétorienne, c'est avoir une armée disciplinée, si une armée prétorienne, c'est avoir une armée professionnelle, alors moi je préfère ce format d'armée prétorienne. Mon colonel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Quant à vous, chers téléspectateurs, le défilé se poursuit ici. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous avez vu la démonstration militaire. Les civils aussi sont en train de défiler tout à l'heure. Et je vous laisse vivre la suite du défilé. Voilà, merci à Babylas Breton qui était notre envoyé spécial à Yaoundé au Cameroun. Alors comme l'a dit le colonel Didier Badiak, d'ailleurs on avait l'impression au début que c'était un lapsus, maintenant le Cameroun doit faire face à Boko Haram, mais comme Boko Haram a prêté allégeance à l'État islamique, maintenant la coalition doit faire face à des émissaires de l'État islamique. Est-ce que les forces seront les mêmes? Est-ce que l'équilibre sera le même? L'équilibre ne sera pas le même, les enjeux ne sont pas... Même si au niveau global, les enjeux sont les mêmes, mais il y a des spécificités par rapport à un certain nombre d'enjeux. L'enjeu d'abord au niveau régional, notamment des pays qui sont autour du bassin du lac Tchad. Je parle de la commission du bassin du lac Tchad. Je pense que la proximité ou l'enjeu géographique n'est pas à favoriser, notamment l'effort au niveau international pour que ces derniers soient bénéfiques à la lutte ou à la mobilisation régionale. Mais ce qu'il faut relever dans ce que le colonel Badiak, le chef de la division de la communication, que je connais particulièrement bien pour avoir travaillé avec lui dans le magazine Honneur et Fidélité, il fait référence à la réforme de 2001 qui permettait de professionnaliser et de moderniser l'armée. Il parle de mutualisation des moyens. Là, il y a encore des efforts à fournir. Même au niveau de la professionnalisation des armées, beaucoup a été fait.
il y a de plus en plus une armée de métiers, mais je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faudrait une réflexion additive qui puisse appuyer la réforme de 2001 afin de l'actualiser pour les enjeux à venir. Alors, donc on m'annonce qu'on a bien reçu le sonore du porte-parole de la police. Je vous propose de l'écouter. Chers téléspectateurs, nous sommes ici avec le commissaire principal, porte-parole de la police camerounaise. Nous allons essayer de comprendre à travers sa prise de parole le message que la police a bien voulu faire passer à la population camerounaise et au monde entier. Oui, merci. La police camerounaise voulait montrer aux téléspectateurs et aux populations ici présentes que nous sommes en phase avec elle par rapport à la lutte contre l'insécurité. L'insécurité qui est transfrontalière et l'insécurité qu'a causé Boko Haram. Et notre défilé et notre parade démontraient à suffisance que nous sommes décidés à combattre jusqu'au dernier retranchement ces ennemis de la paix et jusqu'au sacrifice suprême même s'il faille aller à ce niveau-là. Et à travers les unités présentes ici aujourd'hui, nous avons voulu démontrer surtout que nous voulons combattre ensemble avec elle. Vous savez que la police travaille plus dans le cadre de la guerre par rapport au renseignement prévisionnel. Le renseignement prévisionnel vise à apporter les informations qui permettent de démasquer tout suspect contre la paix. Et c'est dans cet esprit que les troupes de la police ont défilé, mais c'est surtout remercier le chef suprême des forces de police et les populations qui servent avec elle pour leur dire qu'ensemble nous vaincrons. Alors les populations, certainement, il faut leur dire quelque chose de très précis, leur lancer un appel à travers ce stand-up d'Africa 24. Oui, à travers ce micro, nous les invitons à utiliser les numéros que nous avons mis à leur disposition, qui sont gratuits, les numéros d'utilité publique 1500. Vous savez, il y a un centre d'appel chez nous qui permet de relayer rapidement le commandement sur le terrain. Et c'est pour ça que nous les appelons vraiment à utiliser ce numéro vert afin que toute dénonciation soit faite, soit sur le mauvais comportement des policiers, parce que si le chef doit agir, il faut qu'il soit au courant. Et nous les appelons aussi à nous renseigner sur tout fait suspect, susceptible d'apporter une insécurité. Nous profitons aussi de cette occasion pour les rassurer. La police, désormais, a du matériel de dernière technologie qui permet, comme la salle de vidéosurveillance, qui permet de regarder le Cameroun et de surveiller les populations, celles qui sont paisibles et celles qui sèment des troubles. Donc nous les appelons et nous les remercions surtout d'ailleurs pour ce qu'elles ont déjà fait jusqu'ici, parce que nous avons démantelé des caches d'armes à l'extrême nord, nous avons arrêté les anti-Balaka qui semaient le trouble à l'Est, et nous les réitérons cet appel en leur disant que c'est avec vous que nous sommes efficaces, mais jamais sans vous. Merci beaucoup, mon commissaire. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, c'est une cause nationale ici au Cameroun. Et ceux qui osent défier cette police, cette armée, n'ont qu'à bien se tenir. On vous laisse suivre la suite de ce défilé civil. Merci à Babilas Boton qui est notre envoyé spécial à Yaoundé au Cameroun. Alors cette édition touche à sa fin. Je vais vous demander par rapport à ce qu'on a dit au cours de cette émission, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour le but que se fixe le Cameroun, c'est-à-dire atteindre l'émergence à l'horizon 2035 ? Oui, je reste optimiste, même si le Cameroun n'atteint pas l'émergence en 2035, le Cameroun l'atteindra toujours. Donc sur ce point, je reste optimiste, et pour qu'on atteigne l'émergence, je pense qu'il y a une série de réformes structurelles à prendre. Il faut prendre au sérieux les inquiétudes formulées par le Fonds monétaire international au cours de sa dernière visite au Cameroun. Il faut une rigueur au niveau de la gestion budgétaire. Il faut une gestion prudente des équilibres macroéconomiques du pays. Il faut négocier tous les virages politique et économique délicat. Au niveau de la transition politique au sommet de l'État, il faut une claire préparation dès maintenant. Il faut sensibiliser les populations sur l'intérêt général de la nation. Il faudrait aussi accroître le potentiel économique du Cameroun
pour que celui-ci puisse absorber la poussée démographique qui se développe, mais aussi le taux de chômage sans cesse croissant à l'intérieur du pays. Si ces différents virages sur le plan économique et sur le plan politique ne sont pas délicatement gérés, je pense que le Cameroun ne pourra pas atteindre l'émergence en 2035. Jean-Marie, 7% de croissance comme le fixait la DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, c'est possible? C'est possible, voire même plus que ça. C'est possible. Non, d'ici 2020, on aimerait atteindre 2% de taux de croissance. Et donc, ça veut dire en fait 1% presque par an. Ça reste possible. L'émergence qui est prévue à 2035, ça peut même l'être avant. Mais il suffit simplement de prendre le taureau par les cornes et que chaque responsable au poste qu'il occupe puisse être actif, puisse être réactif et puisse être efficace et surtout soit compétent et qui passe à la réalisation vraiment pratique de ceux pour lesquels, en tout cas de ses prérogatives, de ses attributions et qui ait une certaine cohésion dans la gestion politique de l'État. Monsieur dit très vite, je suis désolée. Bah oui, la seule chose que j'ai envie de dire, après avoir félicité aussi le Cameroun sur ce beau défilé quand même, en couleur et tout qu'on a vu, que le rapport de temps à l'histoire est très complexe. L'humanité, depuis qu'on existe, l'homme a surmonté des défis. On a eu un défi qui s'appelle mondialisation. Très précisément, l'Afrique doit surmonter. La question est de savoir quelles sont les valeurs à venir. Nous allons sûrement surmonter ça avec la même façon que les générations passées ont relevé les défis passés. Donc dans le travail, la sagesse et la philosophie. Et avec ça, l'émergence sera à la clé, mais mieux que l'émergence, ce sera le développement, surtout un indice humain. Merci beaucoup, merci énormément, monsieur. Je vous remercie, Samuel Gembok, notre éditorialiste, Jean-Marie Talley, délégué du JICAM, et monsieur Mohamed Gli pour votre think tank iPod au Sénégal. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont participé à cette émission, que ce soit nos envoyés spéciaux, Babylas Boton et Paul Dessingoué sur place, ainsi que les équipes techniques. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24. Merci.